Mes parents ont engagé un avocat pour me faire déclarer, légalement inapte, quand j'ai refusé de donner mon salaire à mon frère, mais quand ils se sont présentés au tribunal, leurs visages ont pâli. Je m'appelle Mia Simone. J'ai 33 ans, et le jour où ma famille a volé en éclats n'a pas été une explosion bruyante et spectaculaire. Ce fut une conversation calme autour d'une table parfaitement dressée. C'était un mercredi. Ma mère m'avait envoyé un texto avec une urgence inhabituelle, me demandant de venir pour un repas de famille. Pas d'occasion spéciale, juste mes parents, mon grand frère Léo, et moi. Rien que ça, c'était un signal d'alarme. Léo et moi n'avions pas partagé un dîner informel depuis des années. Pas depuis que notre relation s'était envenimée à cause d'une série de mauvaises décisions, les siennes, et d'une série de renflouements, les miens. La maison sentait le poulet au romarin et le produit à polir au citron, une odeur familière qui signifiait autrefois le réconfort. Maintenant, cela ressemblait à une mise en scène. Papa était déjà en bout de table, sirotant un verre de scotch, son visage un masque d'une étrange gravité. Léo était déjà assis, faisant défiler son téléphone, sans lever les yeux. Maman s'agitait entre la cuisine et la salle à manger, son joyeux, presque prêt, sonnant faible et répété. Nous avons échangé des banalités maladroites pendant l'entrée. Comment était le travail? Bien. Comment était la circulation? Bien. Le silence entre les cliquetis des couverts s'alourdissait à chaque minute qui passait. Finalement, alors que maman servait le plat principal, mon père s'est raclé la gorge. Mia, nous devons parler de la situation de ton frère, commença-t-il, sans croiser mon regard. Il se concentra plutôt sur la découpe minutieuse de son poulet. Léo posa enfin son téléphone, se penchant en arrière avec un air d'attente. C'était un script, et on ne m'avait pas donné mes répliques. Sa situation, répétai-je lentement. Tu veux dire l'entreprise qu'il a lancée il y a 6 mois? Celle qui est déjà en train de faire faillite. Le visage de Léo s'assombrit. Elle ne fait pas faillite. Elle est en phase de croissance. Toutes les startups ont besoin de capitaux pour se développer. Je pris une gorgée d'eau, essayant de garder ma voix calme. Léo, tu t'es déjà développé grâce à mes économies 2 fois. Les 10 000 $ pour l'idée de franchise qui n'a jamais vu le jour. Les 15 000 $ pour l'investissement crypto immanquable. Je n'ai jamais revu un centime. C'est différent, intervint ma mère, sa voix suppliante. C'est une vraie entreprise avec de vrais frais généraux. Il a juste besoin d'un financement relais, Mia. Une preuve de confiance de sa famille. Et à quoi ressemble ce financement relais? Demandai-je, bien que je le sache déjà. Le nœud dans mon estomac me le disait. Mon père posa sa fourchette. Léo a besoin d'un afflux régulier pour couvrir la paie et les paiements des fournisseurs pour les 12 prochains mois pendant qu'il sécurise de plus gros clients. Nous avons fait les calculs. Ton salaire couvrirait parfaitement cela. J'ai failli rire. C'était si absurde. Mon salaire. Oui, dit Léo comme si c'était la chose la plus logique du monde. Tu gagnes bien ta vie dans cette société de conseil. Tu vis dans ce petit appartement. Tu conduis une vieille voiture. Tu n'as pas besoin de tout cet argent. Tu pourrais revenir à la maison, économiser sur le loyer et virer directement ton salaire sur le compte de l'entreprise. Je m'occuperai de tout. Dans 1 an, quand nous serons rentables, nous te rembourserons avec intérêt. C'est un investissement dans ta propre famille. Je les ai regardés l'un après l'autre. Mon père me regardant avec un calcul froid. Ma mère avec un espoir désespéré, mon frère avec une certitude pleine de suffisance. Ils en avaient discuté. Ils avaient fait les calculs sur ma vie, mon travail, mon indépendance, et avaient décidé que tout cela lui appartenait. Non, dis-je. Le mot était bas mais clair dans la pièce silencieuse. Mia, sois raisonnable, soupira mon père comme si j'étais une enfant refusant de manger ses légumes. Je suis raisonnable. Je travaille 60 à 70 heures par semaine. J'ai obtenu mon diplôme tout en ayant 2 emplois. J'ai construit ma carrière à partir de rien. Mon salaire est à moi. Ce n'est pas une ressource familiale à détourner parce que Léo a une autre idée qui ne marchera pas. La réponse est non. Léo frappa la table de sa main. Sale égoïste. Après tout ce que maman et papa ont fait pour toi. J'essaie de construire quelque chose ici, quelque chose pour l'avenir de cette famille, et tu amasses ton argent comme une petite avare. Léo, cria ma mère,
mais ce fut une protestation faible. « Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, Léo ?» demandai-je, ma voix tremblant maintenant. « Payer tes études pendant que je prenais des prêts. T'ont acheté une voiture quand tu as détruit la tienne pendant que je prenais le bus. On couvert ton loyer pendant 2 ans après ton diplôme pendant que je travaillais et étudiais. Dis-moi, quelle est exactement ma dette ici ?» Mon père se leva, sa chaise raclant durement contre le sol. « Ça suffit. Ce n'est pas une négociation, Mia. C'est ce que fait une famille. Nous nous soutenons mutuellement. Nous faisons des sacrifices. Ton frère en a besoin. Tu vas l'aider. » La finalité dans sa voix, l'absence totale de doute brisa quelque chose en moi. Ce n'était pas une demande. C'était un décret. Et pour la première fois de ma vie, je réalisais que je regardais des étrangers. Des gens qui me voyaient non pas comme une fille, une sœur, une personne, mais comme un véhicule financier, un moyen pour parvenir à leur fin. Je me levai aussi, ma serviette tombant au sol. Non, je ne le ferai pas. Ma réponse est définitive. Ne me le demandez plus. Je suis sorti de la salle à manger, hors de la maison remplie de l'odeur de romarin et de trahison. J'ai entendu ma mère appeler mon nom, un son faible et angoissé. Je n'ai pas regardé en arrière. Alors que je conduisais vers mon petit appartement tranquille, celui que j'avais payé avec mon argent, celui qui était entièrement à moi, je sentis une clarté froide m'envahir. Le « non » avait été dit. Mais je savais avec une certitude glaçante que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Il n'accepterait pas mon refus. Je l'avais vu dans les yeux de mon père. Le plan avait été fait. Ma conformité était présumée. Comme elle n'avait pas été donnée, il trouverait un autre moyen. Ce que je ne savais pas alors, c'était jusqu'où il serait prêt à aller. Je ne savais pas que la prochaine fois que je serais dans une pièce avec eux, ce ne serait pas dans notre maison familiale. Ce serait dans une salle d'audience. Et la personne qu'ils avaient sous-estimée ne serait plus la fille calme et docile. Le silence après ce dîner fut le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Mon téléphone ne sonna pas. Pas de texto suppliant de ma mère, pas de messages vocaux en colère de mon père ou de mon frère, juste rien. Pendant 2 semaines, le silence sembla lourd, comme le calme avant une tempête que l'on sait imminente mais qu'on ne peut pas encore voir. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail. Mon poste de consultante senior en stratégie était exigeant, le genre qui nécessitait une concentration mentale totale. J'étais doué pour ça parce que je comprenais les systèmes, les schémas et comment anticiper les problèmes avant qu'ils n'explosent. C'était ironique, vraiment. Je pouvais élaborer un plan de secours pour une multinationale, mais j'avais manqué les signes de la mutinerie qui se tramait dans ma propre famille. Le premier vrai signal est arrivé via une enveloppe formelle de couleur crème livrée à mon appartement par un coursier. Pas d'adresse de retour. Mon cœur fit une lente et écœurante culbute. En l'ouvrant, je vis que c'était une lettre d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler, Hartman & Pierce. Le langage était dense, juridique, mais l'essentiel était clair. Il déclarait que ma famille avait de graves préoccupations quant à ma capacité de prise de décision financière et à ma capacité de gérer mes propres affaires. Il suggérait que j'avais pris des décisions imprudentes et impulsives qui pourraient entraîner un préjudice personnel important. C'était un chef-d'œuvre d'insinuation, ne disant rien de concret, mais peignant le portrait de quelqu'un d'instable, quelqu'un qui avait besoin de protection. D'elle-même, de son propre argent. Une fureur froide, vive et nette, remplaça le choc initial. C'était leur manœuvre. S'ils ne pouvaient pas me persuader de leur céder mon salaire, ils essaieraient de faire en sorte qu'un tribunal désigne quelqu'un pour le faire à leur place. Un tuteur, un curateur. Et qui suggérerait-il pour un tel rôle? Mon père dévoué, mon frère responsable. C'était une tentative de coup d'état légal. Je n'ai pas pleuré. Je ne les ai pas appelés pour crier. Je me suis assise à ma table de cuisine, l'élégante lettre juridique étalée devant moi, et j'ai commencé à penser comme la stratège que j'étais formé pour être. L'émotion était désormais un handicap. C'était une campagne, et il venait de déclarer la guerre. Mon premier appel n'a pas été pour un avocat. C'était pour ma plus vieille amie, Chloé. Nous avions été colocataires à l'université et elle était maintenant expert comptable judiciaire. Elle avait un esprit qui voyait des secrets dans les feuilles de calcul. « J'ai besoin que tu regardes quelque chose, dis-je, ma voix étonnamment stable quand elle répondit. Les finances de ma famille,
en particulier celles de mon père et de mon frère. Tout ce que tu peux trouver légalement. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle ils sont aussi désespérés. Chloé ne posa pas de questions inutiles. Elle entendit le ton. Envoie-moi ce que tu sais. Non, entreprises éventuelles, derniers employeurs connus. Je vais creuser. Mon appel suivant fut pour un ancien collègue, Ben, qui avait quitté le conseil pour devenir détective privé. Il était spécialisé dans la diligence raisonnable en entreprise, trouvant les squelettes que les gens essayaient d'enterrer. J'ai besoin d'une vérification d'antécédents, lui dis-je. Pas le genre superficiel, le genre profond, sale, où va vraiment l'argent, sur ma famille. Je crois qu'ils sont sur le point de lancer une attaque juridique contre moi, et j'ai besoin de savoir pourquoi et avec quelles munitions. Finalement, j'ai engagé une avocate. Pas n'importe laquelle. J'ai cherché Eleanor Vance, une avocate renommée connue pour traiter des litiges familiaux complexes et à enjeux élevés, en particulier les cas impliquant la manipulation financière et l'abus de confiance. Sa réputation était d'être brillante, impitoyable et terriblement minutieuse. Lors de notre première rencontre, dans son bureau élégant et silencieux, j'ai étalé la lettre et expliqué le dîner, la demande, le silence. Eleanor écouta sans interruption, ses yeux vifs ne manquant rien. Quand j'eus fini, elle se pencha en arrière. Ce qu'il tente, c'est une déclaration d'inaptitude ou potentiellement une demande de mise sous tutelle. C'est une mesure extrême souvent utilisée pour protéger les adultes vulnérables de l'exploitation. Ils essaient d'inverser les rôles pour vous présenter comme la personne vulnérable afin de pouvoir contrôler vos actifs. C'est agressif et cela me dit que leur besoin est urgent. Les gens ne prennent pas de telles mesures à moins d'être désespérés ou de croire vraiment à leur propre récit. Lequel pensez-vous que c'est? Le désespoir, dis-je sans hésiter. L'orgueil de mon père ne lui permettrait jamais de croire que je suis vraiment inapte. C'est une tactique, un moyen pour parvenir à une fin. Bien, dit Eleanor. Alors nous le combattons comme une tactique malveillante, mais le tribunal a besoin de preuves. Nous devons prouver non pas que vous êtes apte, c'est la présomption par défaut, mais que leur requête est présentée de mauvaise foi. Nous devons montrer leur mobile. Avez-vous une idée de ce qui motive cela? Pas encore, dis-je, mais je suis en train de le découvrir. Au cours du mois suivant, pendant qu'Eleanor commençait à élaborer notre défense juridique, les pièces du puzzle de Chloé et Ben ont commencé à arriver. Elles étaient livrées dans des fichiers sécurisés, lors de réunions tardives, en langage codé autour d'un café. Le tableau qui en ressortit n'était pas seulement celui de la suffisance, mais celui d'un château de cartes sur le point de s'effondrer. La pension de mon père, qu'il avait toujours présentée comme solide, avait subi une perte massive suite à une série d'investissements à haut risque et mal synchronisés qu'il avait fait à l'insu de ma mère. Il avait contracté une deuxième hypothèque sur leur maison il y a 6 mois pour couvrir les pertes. L'entreprise de Léo était un trou noir. Elle n'était pas en phase de croissance. Elle était fonctionnellement en faillite. Il avait épuisé toutes ses lignes de crédit, contracté des prêts auprès de prêteurs en ligne obscure à des taux d'intérêt astronomiques, et n'avait pas payé sa poignée d'employés depuis 2 mois. Il faisait face non seulement à l'échec, mais aussi à des poursuites judiciaires. La révélation la plus choquante, cependant, est venue de Ben. Mon père et Léo n'avaient pas simplement imaginé ce stratagème seul. Ils avaient été en contact secret étroit avec un homme nommé Arthur Finch. Arthur Finch était un avocat spécialiste connu dans certains cercles pour guider les familles à travers des évaluations de capacité qui aboutissaient commodément à ce que le contrôle des actifs passe à des membres de la famille plus responsables. C'était un vautour juridique, et c'est lui qui avait envoyé la première lettre. Ils avaient engagé un prédateur légal pour s'en prendre à leur propre fille, leur propre sœur. J'étais assise avec Eleanor, le dossier complet entre nous. Leur stratégie est claire, dit-elle en tapotant le dossier. Ils soutiendront que votre refus de soutenir votre famille en temps de crise est la preuve d'un comportement irrationnel et égoïste. Ils pointeront votre isolement, le fait de vivre seul, de vous concentrer sur votre carrière plutôt que sur votre famille comme des signes d'instabilité. Ils auront des témoins experts, probablement arrangés par Finch, prêts à remettre en question votre jugement. Ils utiliseront contre vous tous les stéréotypes dépassés sur les femmes célibataires et leurs finances. Et notre stratégie? Demandai-je, ma voix froide. Eleanor sourit. Un sourire fin et prédateur. Nous ne nous contentons pas de défendre. Nous les anéantissons. Nous prouvons leur désespoir financier. Nous prouvons leur collusion avec un exploiteur connu.
Nous prouvons que cette requête n'est pas un acte de préoccupation, mais un acte de piraterie financière. Et plus important encore, dit-elle en se penchant en avant, nous prouvons votre extraordinaire compétence. Nous faisons de vous la personne la plus manifestement capable dans cette salle d'audience. Nous transformons leur attaque en une vitrine de leur propre faillite morale et financière. Elle exposa le plan. Nous recueillerions des déclarations sous serment de mes collègues, de mes clients, de mon conseiller financier, même du concierge de mon immeuble, tous témoignant de mon bon jugement et de ma stabilité. Nous déposerions préventivement une motion en irrecevabilité pour mauvaise foi, en joignant les preuves des dettes de ma famille et de leur relation avec Arthur Finch. Nous exigerions qu'il paie mes frais de justice. Mais Eleanor avait une dernière question. Mia, quel est votre objectif ici? Juste gagner, ou envoyer un message? Je regardais par la fenêtre de son bureau l'horizon de la ville, le monde que je m'étais construit. Brique par brique, chèque de paie par chèque de paie. Je pensais à la table du dîner, à la tante arrogante, à la lettre juridique destinée à me faire plier de peur. Je veux les regarder dans cette salle d'audience, dis-je lentement. Et je veux qu'ils comprennent complètement et pour toujours qu'ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Je veux que le dossier montre ce qu'ils ont essayé de faire. Et je veux partir libre. Non seulement de l'affaire, mais d'eux. Eleanor hocha la tête. Alors nous nous préparons pour la bataille. Ils pensent s'attaquer à une fille confuse. Ils n'ont aucune idée qu'ils s'attaquent à une forteresse. Les documents officiels du tribunal arrivèrent la semaine suivante. Une requête pour une mise sous tutelle temporaire et une évaluation financière déposée par mes parents. Mon frère figurait comme un parent inquiet. L'audience était fixée à dans 6 semaines. J'ai signé mon accusé de réception de la signification. Ma main était stable. La tempête était enfin arrivée, et j'étais prête. Les 6 semaines entre la réception des documents du tribunal et la date de l'audience furent une étrange période de suspension. Je vivais dans 2 mondes parallèles. Dans l'un, j'étais Mia Simone, consultante senior, dirigeant des réunions de clients, faisant des présentations, mon professionnalisme un bouclier impénétrable. Dans l'autre, j'étais le sujet d'une guerre secrète, rassemblant des munitions avec une concentration qui ne laissait aucune place au chagrin. Le chagrin venait à des moments inattendus. En me brossant les dents, je croisais mon propre regard dans le miroir et me demandais quand j'étais devenue une étrangère pour les gens qui étaient censés me connaître le mieux. En rentrant chez moi, une chanson que ma mère chantait autrefois passait à la radio, et ma gorge se serrait si soudainement que je devais m'arrêter sur le côté. Ce n'était pas seulement un combat juridique. C'était le démantèlement systématique de ma propre histoire, de ma propre vision de ce que signifiait la famille. Ils me réécrivaient comme la méchante de leur récit. Et l'audace pure de la chose était une douleur qui vivait au plus profond de mes os. Mais je ne pouvais pas me permettre de la ressentir. Pas encore. Eleanor Vance était une machine. Nos séances de stratégie étaient intenses, chirurgicales. Elle m'a coaché sur la façon de me comporter au tribunal. Calme, articulé, ne jamais céder à la colère. Plus il s'énerve, plus vous devenez calme, m'a-t-elle instruite. Vous êtes la rationalité personnifiée. Ils sont le chaos émotionnel. Laissez le juge voir le contraste. Mon dossier de preuves s'épaissit. Le rapport d'expertise de Chloé était un chef-d'œuvre de clarté accablante. Des graphiques montraient l'évaporation de la pension de mon père. Le pic de la 2e hypothèque. Des organigrammes traçaient les fonds de l'entreprise de Léo s'écoulant dans un gouffre de location de voitures de luxe, de dîners coûteux et de paiements à des consultants, qui n'étaient que ses copains de jeu. L'enquête de Ben alliait Arthur Finch à 3 affaires antérieures présentant des similitudes frappantes. Des familles avec un membre indépendant relativement riche soudainement déclaré inapte après avoir refusé des demandes financières. Nous avons également construit la forteresse de ma compétence. Mon directeur financier au travail a rédigé une déclaration sous serment élogieuse détaillant mon rôle dans le sauvetage de millions pour un client grâce à un modèle d'évaluation des risques que j'avais conçu. Mon conseiller financier de longue date a fourni des déclarations notariées sur la performance de mon portefeuille et ma stratégie prudente à long terme. Mon concierge, M. Henderson, a écrit une note simple et puissante sur le fait que j'étais une locataire calme et respectueuse qui se souvenait toujours de son anniversaire et donnait généreusement des pourboires à Noël. C'est la personne la plus équilibrée de cet immeuble, a-t-il écrit. Eleanor a adoré. Ce sont les témoins ordinaires qui comptent souvent le plus, a-t-elle dit. La seule communication de ma famille pendant cette période fut une unique lettre rigide de leur nouvel avocat,
Arthur Finch. Elle réitérait leurs préoccupations et offrait une dernière chance de régler l'affaire en privé en acceptant un conseil financier familial où mes revenus seraient gérés, pour mon bien et la stabilité de la famille. Je les imaginais autour de la table, mon père et Finch, élaborant ce non-sens, croyant que j'aurais peur et que je céderais. Je l'ai montré à Eleanor. Parfait, a-t-elle dit. C'est une lettre d'extorsion. Nous l'ajouterons au dossier de pièces à conviction. Cela montre que leur intention n'a pas changé. Ils veulent juste votre argent. Le plus dur était l'isolement. Je ne l'ai dit qu'à Chloé et à quelques collègues de confiance absolue. La honte n'était pas mienne, mais elle semblait contagieuse. Comment expliquer que vos parents vous poursuivent en justice pour vous faire déclarer inapte parce que vous ne financez pas les échecs de votre frère? Cela ressemblait à un scénario de mauvais téléfilm. Alors, je suis restée silencieuse, ce qui m'a fait sentir complice de leurs mensonges. Je cachais leur crime avant même qu'ils aient eu la chance de le commettre pleinement au tribunal. Une semaine avant l'audience, Eleanor m'a appelé pour un dernier briefing. Elle avait des nouvelles. J'ai reçu leur liste de témoins, dit-elle, les lèvres pincées. C'est exactement comme nous l'avions prédit. Vos parents, votre frère, une thérapeute amie de la famille que votre mère a vue une fois et qui est prête à spéculer sur des problèmes d'attachement de votre enfance. Et leur star, un certain docteur Evan Price, un psychiatre qui fait beaucoup d'évaluations de capacité pour le cabinet de Finch. Elle fit glisser un dossier sur la table. Les qualifications du docteur Price étaient réelles, mais sa réputation était trouble. Il était connu pour trouver exactement ce que ses clients payants avaient besoin qu'il trouve. Il ne vous a jamais rencontré, dit Eleanor. Son témoignage entier sera basé sur des entretiens avec votre famille et un examen de la documentation qu'ils ont fournie. Il parlera de votre pensée rigide, de votre manque d'empathie familiale, de votre comportement de thésaurisation financière. Il utilisera un langage à consonance clinique pour pathologiser votre bon sens. Alors, comment le démolissons-nous? Demandai-je, la stratège froide en moi repoussant la fille blessée. Nous n'attaquons pas ses qualifications. Nous attaquons ses fondations. Eleanor ouvrit un autre dossier. Nous avons sa déposition d'une affaire similaire il y a 2 ans. Sous serment, il a admis qu'il passe en moyenne 3 heures avec un sujet avant de former son opinion clinique pour le tribunal. 3 heures, Mia. C'est tout son processus. Nous avons également la décision du tribunal dans cette affaire où le juge a rejeté son témoignage comme étant un plaidoyer rémunéré manquant de rigueur scientifique. Nous lui présenterons ses propres mots. Elle a ensuite exposé l'ordre de bataille. Nous demanderions l'irrecevabilité immédiatement, en présentant nos preuves de mauvaise foi. Si le juge permettait à la requête de se poursuivre, nous démantèlerions systématiquement leurs témoins, en commençant par Price. Nous finirions avec moi. Vous êtes notre témoin final, dit Eleanor. Au moment où vous prendrez la barre, le juge aura vu leur désespoir et leurs mercenaires. Vous serez simplement la vérité se tenant là. Vous expliquerez votre carrière, vos finances, vos raisons de dire non. Vous serez la réponse calme à leur tempête fabriquée. La nuit avant l'audience, je n'ai pas dormi. Je suis resté sur le balcon de mon appartement, regardant les lumières de la ville. C'était la vie que j'avais construite. Elle n'était pas extravagante, mais elle était mienne. Chaque lumière à chaque fenêtre représentait l'histoire de quelqu'un, ses propres luttes et triomphes. Mon histoire était sur le point d'être lue à haute voix dans une salle d'audience stérile, jugée par un étranger. Je ressentais un mélange terrifiant de peur et de certitude absolue. Peur de l'humiliation de l'étalage public de cette pourriture privée. Certitude que j'avais raison. Que mon « non » était la seule chose saine que j'avais dite à ma famille depuis des années. Je pensais à la petite fille qui croyait autrefois que son père pouvait tout réparer, qui admirait son grand frère. Cette fille était partie. À sa place se trouvait une femme avec un dossier, une avocate et une volonté d'acier. La famille dans laquelle j'étais née essayait d'effacer cette femme. Demain, je devrais prouver, non seulement à un juge, mais à moi-même, qu'elle était réelle, qu'elle était capable, et qu'elle ne pouvait pas être défaite. J'ai préparé un tailleur bleu marine simple et élégant. J'ai disposé mes dossiers. J'ai répété mes réponses dans ma tête. Je n'y allais pas en tant que victime. J'y allais en tant que requérante pour ma propre vie. La tempête n'arrivait plus. Je marchais droit dans son œil. Et j'apportais ma propre foudre. Le palais de justice était un monument de granit froid et de couloirs résonnants.
À des années-lumière de la cuisine chaude et parfumée où tout cela avait commencé. Je marchais aux côtés d'Eleanor Vance, mes talons claquant un rythme régulier et déterminé sur le sol poli. Elle portait une mince mallette qui contenait l'arme thermonucléaire de nos preuves. Je ne portais rien d'autre que ma carte d'identité et un cœur qui ressemblait à un oiseau piégé battant contre mes côtes. Eleanor avait insisté. Vous entrez sans avoir l'air encombré. Vous êtes l'image de quelqu'un qui n'a rien à cacher, pas de pile de papier pour se défendre. Je suis votre bouclier. Vous êtes juste vous. Nous étions en avance. Eleanor voulait reconnaître le terrain, s'installer avant l'arrivée de la partie adverse. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé. Tout en bois sombre et en cuir vert, sentant le vieux papier et le désinfectant au citron. Elle semblait à la fois grandiose et profondément banale. C'est ici que l'on contestait des contraventions et que l'on finalisait des divorces. Et aujourd'hui, c'est là que ma famille essaierait de me faire déclarer enfant aux yeux de la loi. Nous avons pris nos places à la table de la défense. Le silence était lourd. J'ai croisé mes mains sur le bois frais, me concentrant sur ma respiration, sur la sensation du tissu de mon tailleur contre ma peau. N'importe quelle encre pour me garder présente. Puis la porte s'est ouverte. Ils sont entrés en bloc. Mon père, ma mère, mon frère Léo, et un homme que je savais, d'après ses photos, être Arthur Finch. Finch était exactement comme je l'imaginais, costume cher, sourire poli, un regard qui balayait la pièce comme s'il en calculait la valeur. Mon père avait l'air plus vieux, les épaules figées dans une ligne rigide d'indignation vertueuse. Les yeux de ma mère étaient baissés, ses doigts tordant nerveusement un mouchoir. Léo avait l'air suffisant, le torse bombé, le Golden Boy arrivant pour réclamer son dû. Ils ne m'ont pas regardé. Pas un regard. Ils ont pris leur place à la table des demandeurs à quelques mètres de là, et j'ai eu l'impression qu'un canyon s'était ouvert entre nous. La dernière fois que nous avions été aussi proches, je m'éloignais du poulet au romarin. Maintenant, nous étions ici pour nous anéantir légalement. La réalité brutale de la situation m'a coupé le souffle une seconde. Arthur Finch se pencha, murmurant quelque chose à mon père, qui hocha la tête sombrement. Mon frère a croisé mon regard. Enfin. Il n'a pas lancé un regard furieux. Il a eu un sourire narquois. C'était une torsion rapide et laide de ses lèvres qui disait « Tu aurais dû nous donner l'argent. Maintenant regarde où tu es. » À ce moment-là, toute dernière lueur fantomatique d'espoir que c'était une terrible erreur, qu'ils entreraient et abandonneraient l'affaire, est morte. C'était délibéré. Ils étaient à fond. L'huissier a appelé. « Veuillez vous lever pour l'honorable juge Margaret Williams. » La juge Williams est entrée, une femme d'une 60aine d'années aux yeux vifs et à l'attitude pragmatique. Elle s'est installée dans son fauteuil, a examiné un dossier et a regardé la salle d'audience. Son regard ressemblait à un rayon X. « Nous sommes ici pour la requête de Robert et Diane Simone, commença-t-elle, sa voix claire et sèche, pour une mise sous tutelle temporaire et une évaluation financière concernant leur fille, Mia Simone. » Elle regarda de leur table à la mienne. « Maître Vance, je vois que vous avez déposé une motion substantielle en irrecevabilité. Nous allons l'aborder en premier. Maître Finch, vous pouvez procéder à votre plaidoirie d'ouverture en faveur de la requête. » Arthur Finch se leva, boutonnant sa veste de costume avec un geste théâtral. « Merci, votre honneur. C'est un jour difficile et douloureux pour la famille Simone. Ce n'est pas une action qu'ils ont entreprise à la légère, mais par amour et préoccupation profond et constant. » Sa voix était un baryton doux et affligé. Depuis quelque temps, la famille observe avec une alarme croissante Mia se replier sur elle-même, prenant des décisions de plus en plus erratiques et isolantes. Plus alarmant encore, elle a refusé d'aider sa famille pendant une période de difficultés financières aiguës, un refus si contraire à son caractère antérieur et si destructeur pour l'unité familiale qu'il ne peut être considéré que comme le symptôme d'une altération plus profonde de son jugement. Il a peint le tableau d'une femme qui perd des pieds. Une carrière réussie présentée non pas comme un accomplissement mais comme une obsession qui remplaçait les liens humains. Mon modeste appartement était présenté non pas comme une indépendance mais comme un isolement. Mon refus de me ruiner pour Léo était de la paranoïa financière et une rigidité fragile et illogique. Nous démontrerons, conclut Finch, sa voix baissant à un murmure grave, que Mia Simone n'est plus capable de gérer ses propres affaires financières substantielles et qu'elle a besoin de la protection de ce tribunal et de la main directrice de sa famille pour l'empêcher de se causer un préjudice irréparable, ainsi qu'à ceux qui l'aiment. Il s'assit. Ma mère s'épongea les yeux.
La performance était impeccable. La juge Williams se tourna vers Eleanor. Maître Vance. Eleanor se leva. Elle ne boutonna pas de veste. Elle ne joua pas pour la salle. Elle posa simplement le bout de ses doigts sur notre table et s'adressa directement à la juge. Sa voix, vive et claire, perçant le brouillard émotionnel de Finch. Votre honneur, merci. Ce que nous venons d'entendre n'est pas une déclaration d'ouverture. C'est une fiction, une œuvre narrative construite non pas sur des preuves, mais sur le désespoir. Ma cliente, Mia Simone, est une professionnelle de 33 ans très accomplie, avec un dossier impeccable de jugement sain. Les requérants ne sont pas ici par souci. Ils sont ici parce qu'elle a refusé leur demande de leur céder l'intégralité de son salaire pour financer l'entreprise en faillite de son frère et les pertes d'investissement de son père. Finch bondit sur ses pieds. Objection. Spéculation et diffamation. Rejeté, dit la juge Williams avec douceur. C'est une plaidoirie d'ouverture, maître. Poursuivez, maître Vance. Eleanor hocha la tête. Nous prouverons que cette requête est un acte de mauvaise foi et de prédation financière. Nous montrerons au tribunal les propres circonstances financières désastreuses des requérants, qui ont créé le mobile de cette action. Nous montrerons leur collaboration avec un avocat spécialisé dans la fabrication de problèmes de capacité à des fins de gains financiers. Et nous montrerons que la seule altération de Mia Simone est la clarté et le courage de dire non à l'exploitation. Nous demandons non seulement l'irrecevabilité, mais aussi des sanctions contre les requérants pour avoir intenté une action frivole et malveillante. Elle s'assit. L'air dans la pièce avait changé. La façade affligée de Finch s'était fissurée une seconde, révélant un éclair d'agacement. Mon père regardait droit devant lui, sa mâchoire un bloc de granit. Léo fronçait les sourcils, confus, comme si le script avait déjà mal tourné. La juge Williams ajusta ses lunettes. J'ai lu votre motion en irrecevabilité, maître Vance, ainsi que les pièces à l'appui. Elles sont substantielles. Maître Finch, avant d'entendre vos témoins, je dois aborder le cœur de la motion de la défense. Ils allèguent que cette requête est motivée par la détresse financière de vos clients et le désir d'accéder aux actifs de mademoiselle Simone. Comment répondez-vous? Finch était de nouveau sur pied, sa confiance s'effritant. Votre honneur, les finances de mes clients sont hors de propos et une affaire privée. Il s'agit de la capacité de Mia, pas de leurs besoins. Leur préoccupation est autonome. L'est-elle vraiment, demanda la juge Williams, son ton neutre, mais ses yeux vifs. Parce que la pièce B de la motion de la défense est un rapport d'expertise comptable suggérant un puissant mobile financier, et la pièce C est une déposition vous liant, maître Finch, à une série d'affaires similaires. Je suis encline à entendre des preuves sur l'allégation de mauvaise foi avant de nous plonger dans l'état mental de mademoiselle Simone. Le seuil pour une mise sous tutelle est élevé. Si la requête elle-même est entachée, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Je sentis une secousse d'espoir électrique. Elle voyait. Elle les voyait. Finch blêmit légèrement. Votre honneur, contournez le témoignage de notre expert psychiatre. Sera déterminé par le fait que je trouve ou non une base crédible pour que cette requête puisse se poursuivre, acheva la juge pour lui. Je vais autoriser la défense à appeler un témoin pour établir les motifs de leur motion en irrecevabilité. Maître Vance, vous pouvez procéder. Eleanor se leva. Merci, votre honneur. La défense appelle Ben Shaw à la barre. La porte latérale s'ouvrit et Ben entra. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un enquêteur sérieux et professionnel. Il prêta serment et Eleanor commença à le guider à travers ses qualifications et son enquête sur les finances de ma famille et leur embauche d'Arthur Finch. Pendant que Ben parlait, exposant la chronologie des dettes, la deuxième hypothèque, l'effondrement de l'entreprise de Léo et l'accord de provision avec Finch, je regardais les visages de ma famille. Le mouchoir de ma mère était maintenant entièrement pressé contre sa bouche. Le cou de mon père était rouge et tacheté. Léo n'avait plus l'air suffisant. Il avait l'air acculé, ses yeux allant de Ben à Finch. Finch objecta à plusieurs reprises, essayant de bloquer le témoignage comme non pertinent. La juge Williams le rejeta à chaque fois. Vous avez mis en cause le jugement financier de mademoiselle Simone, maître. Le contexte de son refus est très pertinent. Quand Eleanor présenta le document liant Finch aux autres affaires similaires, la juge Williams prit le papier et le lut attentivement. Elle regarda du papier à Finch, son expression illisible mais intensément concentrée. Le contre-interrogatoire de Finch fut frénétique,
essayant de dépeindre Ben comme un mercenaire, de suggérer que ses découvertes étaient spéculatives. Ben resta calme, citant des archives publiques, des documents datés et des contrats non contestés. L'accord de provision entre M. Robert Simon et votre cabinet, Maître Finch, n'est pas spéculatif. C'est un document signé. Il est daté de 3 jours après que Mademoiselle Simon a refusé leur demande pour son salaire. Les mots restèrent en suspens dans l'air. 3 jours après. Le lien n'était plus implicite. Il était tracé à l'encre, là, dans les preuves. Quand Ben se retira, la juge Williams resta silencieuse un long moment, les yeux sur la pile de pièces à conviction devant elle. Elle regarda mes parents, puis moi, puis Finch. Maître Finch, dit-elle, sa voix basse, mais portant jusqu'à chaque coin de la pièce immobile. J'ai des préoccupations importantes. Les preuves présentées suggèrent un lien direct entre les pressions financières de vos clients, le refus de Mademoiselle Simon de les alléger, et le dépôt de cette requête. Cela porte les marques d'une tentative abusive d'utiliser ce tribunal comme un outil de coercition financière. Avant même d'envisager un témoignage sur la capacité, je dois entendre les requérants eux-mêmes. Je dois comprendre leur processus de pensée. Elle tourna son regard entièrement sur mon père. Monsieur Simon, je vais vous faire prêter serment maintenant. J'ai quelques questions. Le visage pâle et rigide de mon père devint une nuance plus pâle. Le patriarche confiant qui avait émis le décret à la table du dîner avait disparu. À sa place se trouvait un homme appelé à rendre des comptes dans une pièce où son autorité ne signifiait rien. Il se leva lentement et se dirigea vers la barre des témoins. Les yeux de la salle d'audience, de sa fille, de sa femme, de son fils, et d'une juge sceptique, lourds sur lui. La vraie bataille ne faisait que commencer. Et il ne s'agissait plus de mon aptitude. Il s'agissait de la leur. Regarder mon père se diriger vers la barre des témoins, c'était comme voir une statue prendre vie, pour réaliser qu'elle était faite d'argile friable. La fierté rigide était toujours là dans sa posture, mais ses pas étaient lents, délibérés, comme si le sol pouvait céder. L'huissier lui fit prêter serment, et il s'assit, ajustant sa veste de costume, un geste nerveux que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Il regarda Arthur Finch, cherchant une direction, mais l'avocat se contenta d'un signe de tête sec, presque imperceptible. Dites simplement la vérité, semblait-il dire. Mais quelle vérité? Celle qu'ils avaient construite ou celle qui était sur le point d'être exposée? La juge Williams n'attendit pas Finch. Elle se pencha en avant, les mains jointes en clocher. Monsieur Simon, j'ai entendu un témoignage sur la situation financière de votre famille. J'aimerais que vous me disiez, dans vos propres mots, ce qui vous a conduit à déposer cette requête concernant votre fille. Mon père se racla la gorge. Votre honneur, c'est pour le bien-être de Mia. Elle a changé. Elle est devenue dure, renfermée. Nous faisions face à une difficulté familiale temporaire, et son refus d'aider était si froid. Ce n'était pas la fille que nous avons élevée. Nous avons commencé à nous inquiéter pour son état d'esprit, son jugement. Quelle était la nature de cette difficulté familiale temporaire? Demanda la juge, son ton doux mais ses yeux inflexibles. Il s'agita sur sa chaise. Mon fils Léo développait son entreprise. Cela nécessitait des capitaux, et j'ai eu quelques revers d'investissement de mon côté. Nous avions besoin d'un financement relais. Un financement relais financé par les revenus de votre fille. Ça aurait été un prêt. Un investissement dans la famille, insista-t-il, sa voix gagnant un peu de force, retombant dans le script familier. Une famille se soutient mutuellement. Son refus était irrationnel. Elle a plus qu'assez. Elle mène une vie simple, elle amasse son argent. Nous avons vu cela comme un signe d'une rupture avec la réalité, un égoïsme qui était pathologique. Eleanor Vance ne bougea pas, mais je pouvais sentir sa concentration s'aiguiser à côté de moi. C'était le cœur de leur mensonge, pathologiser l'autopréservation. La juge Williams prit une note. Quand elle a refusé, qu'avez-vous fait? Nous avons essayé de la raisonner. Elle était inflexible. C'est là que nous avons su que nous avions besoin d'aide professionnelle. Nous avons consulté Maître Finch. Avez-vous consulté un médecin pour Mia à ce moment-là? Un thérapeute? Lui avez-vous exprimé directement vos préoccupations concernant sa santé mentale avant de consulter un avocat? Mon père hésita. Nous sentions que la situation était urgente. Ces décisions financières étaient le symptôme le plus clair.
Donc, vous êtes passé directement d'une conversation sur l'argent à l'embauche d'un avocat spécialisé dans les mises sous tutelle, clarifia la juge, sa voix toujours neutre, mais l'implication limpide. Nous essayons de la protéger, dit-il, un éclair de l'ancienne colère refaisant surface. De quoi exactement? De ne pas vous donner son argent? Finch se leva. Votre honneur, je dois objecter. Mon client est harcelé. Rejeté. C'est une enquête sur les faits, maître Finch. Continuez, s'il vous plaît, monsieur Simon. L'éclair de colère s'était dissipé, laissant mon père l'air fatigué et vide. Le script échouait sous le poids de questions simples et logiques. Eleanor se leva pour le contre-interrogatoire. Elle s'approcha lentement de la barre, une liasse de papier à la main. Monsieur Simon, vous avez déclaré que le refus de Mia de céder son salaire était un signe de jugement altéré. Votre fils, Léo, est-il actuellement poursuivi par 2 anciens employés pour salaires impayés? Finch objecta. Pertinence. Cela touche directement à la solidité de l'opportunité financière que mademoiselle Simone a refusée, dit calmement Eleanor. Rejeté. Répondez à la question, monsieur Simon. Les lèvres de mon père se resserrèrent. Je crois qu'il y a quelques différends, oui. Et est-il vrai que vous avez contracté une 2e hypothèque sur votre maison familiale il y a 8 mois pour environ 250 000 $ afin de couvrir des pertes liées à des transactions spéculatives sur options? La couleur quitta complètement son visage. Il regarda ma mère, qui avait commencé à pleurer silencieusement dans son mouchoir. Il regarda Finch, qui griffonnait furieusement sur un bloc-notes, incapable de le sauver. Votre honneur, c'est une affaire financière privée, commença faiblement mon père. Une affaire que vous avez placée au centre de ce dossier en prétendant que la gestion de ses finances par votre fille est défaillante, interrompit la juge Williams. Veuillez répondre à la question. Oui, murmura-t-il. Eleanor ne marqua aucune pause. Elle plaça un document devant lui, l'accord de provision avec le cabinet d'Arthur Finch. Est-ce votre signature, datée du 12 septembre? Il le regarda, dégluti. Oui. Et c'était 3 jours après le dîner où Mia a refusé votre demande pour son salaire. Correct? Une longue pause. Oui. Donc, en l'espace de 72 heures, vous êtes passé d'une discussion familiale à l'embauche d'un avocat connu pour les cas de capacité dans le but de prendre le contrôle des revenus qui venaient de vous être refusés. Est-ce une chronologie exacte? Nous étions inquiets, commença-t-il, mais Eleanor le coupa, non pas avec agressivité, mais avec la force implacable des faits. Votre inquiétude s'est manifestée par une attaque juridique, pas par une intervention médicale. Est-ce correct? Mon père la fixa, puis la juge, sa bouche s'ouvrant et se fermant. Aucun son n'en sortit. L'homme fier et autoritaire était réduit à une défaite silencieuse et stupéfaite. Il parvint finalement à un râle, ce n'était pas une attaque, mais les mots étaient vides. Tout le monde dans la pièce pouvait voir ce que c'était. Eleanor se tourna vers la juge. Pas d'autres questions pour ce témoin, votre honneur. Mon père regagna sa place en trébuchant, sans regarder personne. Les fondations de leur affaire venaient de s'effondrer sous son propre témoignage. Ensuite, Finch appela ma mère. C'était une épave tremblante et en larmes. Elle parla de sa peur, de sa confusion, de son amour pour ses 2 enfants. Elle peignit le tableau d'une fille qui s'éloignait, d'une famille qui s'effondrait. C'était déchirant. C'était aussi, réalisez-je avec un nœud à l'estomac, authentique. Elle croyait vraiment qu'il s'agissait de nous sauver, de reconstituer la famille. Elle ne voyait pas que l'outil qu'elle avait accepté d'utiliser était un marteau de démolition légale visant mon autonomie. Finch la guida doucement, extrayant chaque once de douleur sympathique. Quand ce fut le tour d'Eleanor, elle ne fut pas douce, mais elle ne fut pas cruelle. Elle fut précise. Madame Simone, vous dites que vous aviez peur pour l'état d'esprit de Mia. L'avez-vous déjà appelé, lui avez-vous rendu visite, lui avez-vous demandé de voir un médecin avec vous? Nous pensions que cela l'éloignerait encore plus, pleura ma mère. Avez-vous considéré que déposer une plainte pour la faire déclarer inapte pourrait aussi l'éloigner? Ma mère pleura encore plus fort, incapable de répondre. C'était un pion qui avait cru être une reine, et l'échiquier était maintenant en feu autour d'elle. Puis ils appelèrent Léo. Il se pavanait jusqu'à la barre, s'accrochant toujours à son récit de génie entrepreneurial contrecarré par sa sœur égoïste. Sous l'interrogatoire de Finch, il était le visionnaire incompris,
l'argent de sa sœur la clé manquante de son succès inévitable. Le contre-interrogatoire d'Eleanor fut une démolition. Elle l'a promené à travers les finances de son entreprise, qu'il pouvait à peine expliquer. Elle a présenté les preuves du contrat de location de voitures de luxe qu'il avait souscrit 2 mois auparavant, alors que ses employés n'étaient pas payés. Elle a lu à haute voix des messages textes obtenus légalement, où il se vantait auprès d'un ami d'avoir enfin accès à la poule aux œufs d'or de Mia, une fois que les trucs légaux seraient terminés. La suffisance de Léo s'est évaporée en une rage balbutiante. Elle nous le doit. Après tout, pour qui se prend-elle? Elle se prend pour une adulte qui possède son propre travail, dit tranquillement Eleanor. Pas d'autres questions. Son explosion, sa suffisance mise à nu, flottait dans l'air comme une odeur nauséabonde. Il avait montré à la juge plus clairement que n'importe quel document la véritable nature de leur préoccupation. Finalement, Finch appela son expert, le docteur Evan Price. Le psychiatre prit la barre avec un air d'autorité académique. Il parla en termes cliniques fluides des hyperautonomie financière, des évitement de l'attachement se manifestant par une rigidité fiscale, et du potentiel de détérioration du jugement chez les individus qui s'isolent du soutien familial. Il ne m'a jamais regardé. Son témoignage entier était basé sur des entretiens avec mes parents et Léo et son examen de ce qu'il appelait des schémas préoccupants dans mon comportement. Des schémas qui n'étaient qu'une description d'une vie responsable et indépendante. Quand Eleanor se leva pour le contre-interrogatoire, elle ne l'interrogea pas sur moi. Elle l'interrogea sur lui-même. Dr. Price, au cours des 5 dernières années, combien de fois avez-vous été engagé par le cabinet de Maître Finch ou ses clients pour effectuer des évaluations de capacité? Il s'agita. Je ne me souviens pas du nombre exact. Serait-ce plus de 20? Peut-être. Et dans combien de ces cas avez-vous témoigné que le sujet était capable de gérer ses propres affaires? Il resta silencieux trop longtemps. Mon rôle est de fournir une opinion clinique au tribunal, dit-il finalement. Opinion qui, dans votre cas, s'aligne systématiquement sur les intérêts financiers de la partie qui paie vos honoraires, n'est-ce pas? La voix d'Eleanor était comme de la glace. Finch explosa en objection, mais le mal était fait. Eleanor a ensuite versé au dossier la déposition antérieure où le docteur Price admettait sa norme d'évaluation de 3 heures. Elle l'a forcé à admettre qu'il ne m'avait jamais parlé, n'avait jamais contacté aucun de mes médecins, collègues ou amis. Donc, votre diagnostic de l'altération de ma cliente, résuma Eleanor, est entièrement basé sur les déclarations de 3 personnes qui ont un intérêt financier à ce qu'elle soit déclarée inapte, recueillies en moins de temps qu'il n'en faut pour regarder un long film. Est-ce correct? Le vernis professionnel du docteur Price se fissura. Il marmonna des choses sur la pratique standard et les informations collatérales, mais la juge en avait assez entendu. Elle leva une main, arrêtant le témoignage. Elle avait l'air lasse et profondément peu impressionnée. Merci, docteur Price. Vous pouvez vous retirer. Elle se tourna vers Finch. Maître Finch, sur la base des témoignages que j'ai entendus aujourd'hui, j'ai de sérieux doutes sur la bonne foi de cette requête. Cependant, j'entendrai la défendresse avant de rendre une décision finale. Nous allons suspendre pour aujourd'hui et reprendre demain matin avec le témoignage de mademoiselle Simone. Elle frappa de son marteau. Le premier jour était terminé. Alors que nous nous levions pour partir, je me suis enfin autorisé à regarder ma famille. Mon père fixait la table, brisée. Ma mère sanglotait ouvertement. Léo me lançait un regard de pure haine, comme si c'était moi qui l'avais humilié, et non ses propres actions. Ils étaient entrés dans cette salle d'audience pour prouver que j'étais inapte. En quelques heures, ils avaient plutôt mis leur propre mobile, leur propre désespoir et leur propre profond échec de caractère en procès, et ils étaient en train de perdre. Demain, ce serait mon tour de parler. Non pas pour me défendre contre leurs mensonges, mais pour revendiquer une fois pour toutes la vérité de ma propre vie. Le sommeil était impossible. Les images de la journée se rejouaient en boucle incessante derrière mes yeux, la défiance ébranlée de mon père, les larmes dévastées de ma mère, le regard venimeux de Léo. Je sentais encore l'atmosphère pesante de la salle d'audience dans mes poumons. Mais sous le tumulte, une nouvelle sensation prenait racine. Un calme solide, inébranlable. Le pire était arrivé. Ils avaient montré qui ils étaient. Et j'étais toujours là. Eleanor m'a retrouvé devant la salle d'audience le lendemain matin. Elle m'a regardé, vraiment regardé, et a fait un petit signe de tête approbateur. Vous êtes prête. Souvenez-vous, vous n'êtes pas en procès.
Vous êtes la réponse à une question qu'il n'aurait jamais dû poser. Soyez simplement la femme compétente et réfléchie que vous êtes. La juge a déjà vu la mascarade. Maintenant, elle a besoin de voir la réalité. Quand nous sommes entrés, l'atmosphère était différente. La tension théâtrale du premier jour avait disparu, remplacée par un silence morne, de gueule de bois. Ma famille était assise à sa table, mais il n'était plus une unité. Mon père avait l'air diminué, fixant ses mains. Les yeux de ma mère étaient rouges et vides. Léo était avachi, dégageant une fureur maussade et impuissante. Arthur Finch arrangeait des papiers avec une concentration cassante et méticuleuse, évitant le contact visuel avec tout le monde. La juge Williams est entrée, et nous nous sommes tous levés. Elle sembla saisir la scène d'un seul coup d'œil avant de s'installer. Nous allons procéder au témoignage de la défenderesse, Mia Simone. Maître Vance, vous pouvez appeler votre témoin. C'était le moment. Je me suis levé, j'ai lissé la veste de mon tailleur et je me suis dirigé vers la barre des témoins. La marche m'a semblé plus longue que la veille, chaque pas mesuré. J'ai prêté serment, ma voix claire et stable, et je me suis assise. J'ai croisé les mains sur mes genoux, leur ordonnant de ne pas trembler. J'ai regardé Eleanor, mon ancre. Bonjour, mademoiselle Simone, commença Eleanor, sa voix chaleureuse mais professionnelle. Pouvez-vous s'il vous plaît indiquer votre profession au tribunal? Je suis consultante senior en stratégie pour Crestwood Partners. Et depuis combien de temps occupez-vous ce poste? 5 ans. J'ai été promue en interne. Eleanor m'a guidé à travers ma carrière, les diplômes que j'avais financés moi-même, les longues heures, les projets complexes que j'avais gérés, les clients qui me confiaient des décisions de plusieurs millions de dollars. Elle m'a fait expliquer en termes simples en quoi consistait mon travail, évaluer les risques, modéliser les résultats, créer des plans de durabilité et de croissance. C'était une démonstration magistrale de jugement sans jamais prononcer les mots. Passons maintenant à vos finances personnelles, a poursuivi Eleanor. Pourriez-vous décrire au tribunal comment vous gérez vos revenus et vos actifs? J'ai expliqué mon système de budgétisation, mes investissements diversifiés supervisés par un conseiller certifié, mes cotisations de retraite, mon fonds d'urgence. C'étaient des choses d'adultes ennuyeuses, responsables, tout le contraire de l'imprudence. Votre famille a suggéré que votre prudence financière est en fait une forme de thésaurisation ou de paranoïa. Comment répondez-vous à cela? J'ai pris une profonde inspiration, regardant directement la juge Williams. Je réponds que j'ai vu ma famille prendre une série de décisions financières à haut risque qui n'ont pas abouti. J'ai appris de cette observation. Ma stratégie n'est pas née de la peur. Elle est née d'un désir de sécurité et d'indépendance. Je ne vois pas cela comme un trouble. Je le vois comme une réponse rationnelle à mon environnement. La juge a fait un léger signe de tête presque imperceptible. Eleanor a ensuite abordé le cœur du problème. Mademoiselle Simone, vos parents et votre frère ont déclaré que votre refus de leur fournir votre salaire était le principal déclencheur de leurs préoccupations. Pouvez-vous parler au tribunal de cette conversation? J'ai raconté le dîner aussi simplement que possible, la convocation inattendue, le repas maladroit, la demande dévoilée pour l'intégralité de mon salaire, la justification, mon refus. J'ai gardé ma voix neutre, m'en tenant aux faits, pas aux sentiments. Pourquoi avez-vous dit non? A demandé Eleanor. C'était le moment. J'ai regardé de la juge à ma famille. Ils me fixaient tous, mais je ne voyais plus mes parents ou mon frère. Je voyais des demandeurs dans un procès. J'ai dit non pour plusieurs raisons, commençai-je, ma voix gagnant en force. Premièrement, parce que c'était mon argent, gagné par mon travail. Deuxièmement, parce que l'entreprise n'était pas un investissement. C'était un navire en train de couler, et j'avais déjà jeté de l'argent par les fenêtres dans les entreprises de Léo 2 fois auparavant. Troisièmement, parce que la demande n'était pas pour un prêt avec un plan. C'était pour un chèque en blanc sur mon avenir. Et finalement, j'ai dit non parce que la façon dont ils l'ont demandé n'était pas une requête. C'était une exigence, une attente. Ils avaient décidé que ma vie était une ressource pour régler leurs problèmes. Dire non n'était pas seulement une décision financière. C'était le seul moyen qu'il me restait de dire que je suis une personne, pas un compte en banque. La salle d'audience était absolument silencieuse. Ma mère a laissé échapper un petit son étranglé. Après avoir dit non, que s'est-il passé, a doucement demandé Eleanor. Le silence. Pendant des semaines.
Puis j'ai reçu une lettre du cabinet de Maître Finch suggérant que j'étais inapte à gérer mes affaires. Puis les documents du tribunal. Je me suis tourné pour faire face entièrement à la juge Williams. Votre honneur, je ne me suis pas retiré de ma famille. Ils m'ont poursuivi pour m'en exclure pour le crime de ne pas leur avoir donné ce qu'ils voulaient. Eleanor laissa ces mots en suspens avant de continuer. Elle m'a fait identifier et expliquer les documents clés de notre dossier de preuve, le rapport d'expertise, l'accord de provision, l'historique douteux du docteur Price. J'ai expliqué ce qu'il signifiait, non pas en tant que victime, mais en tant que stratège lisant un champ de bataille. Finalement, Eleanor a posé sa dernière question. Mademoiselle Simone, quelle est votre compréhension du but d'une mise sous tutelle? Je m'étais préparé à cela. Ma compréhension est que c'est un outil extraordinaire de dernier recours pour protéger les adultes vraiment vulnérables, ceux atteints de démence sévère, de handicap profond ou de maladie mentale aiguë, contre l'abus et la négligence. C'est censé être un bouclier pour les impuissants, pas une arme pour que les puissants prennent aux capables. Croyez-vous que vous avez besoin d'une telle protection? Non, votre honneur, je ne le crois pas. Je crois que j'ai besoin de protection contre cette requête. Merci, mademoiselle Simone. Pas d'autres questions. J'avais réussi. J'avais dit ma vérité, et elle se tenait droite dans la pièce, simple et solide au milieu des décombres de leurs mensonges. Puis Arthur Finch se leva pour le contre-interrogatoire. Il s'approcha lentement, comme un prédateur dont la proie avait soudainement développé des griffes. Sa douceur antérieure avait disparu, remplacée par une énergie vive et agressive. Il devait essayer de me briser. Mademoiselle Simone, n'est-il pas vrai que vous avez toujours été distante de votre famille? Froide, même, commença-t-il. J'ai toujours été indépendante, ai-je corrigé. La distance s'est creusée lorsque mon indépendance a été traitée comme une trahison. Vous appelez cela de l'indépendance. Votre famille appelle cela un manque d'empathie, une rigidité. Accepteriez-vous que votre concentration exclusive sur votre carrière a endommagé vos relations familiales? J'accepterais que la concentration exclusive de ma famille sur mes finances a endommagé notre relation, oui. Il cligna des yeux, déstabilisé par le renversement. Il changea de tactique. Parlons de cette prétendue preuve de mobile financier. Vous avez engagé un détective privé pour espionner votre propre famille, n'est-ce pas? J'ai engagé un professionnel pour découvrir la vérité après avoir reçu des documents juridiques m'accusant d'inaptitude. J'enquêtais sur le mobile derrière une attaque juridique. Cela me semble prudent. Prudent ou paranoïaque? Ricana-t-il. J'appellerais ça de la diligence raisonnable, maître Finch. Un concept que je suis sûr que vous connaissez bien dans votre domaine de travail. Un léger, presque sourire toucha les lèvres de la juge Williams. Le cou de Finch rougit. Il me bombarda de questions rapides, essayant de me faire trébucher, de trouver une incohérence, de provoquer une explosion émotionnelle. Il a cité le témoignage de mon frère, les larmes de ma mère. Il a insinué que j'étais sans cœur, une machine. Je suis resté calme. J'ai répondu directement. Je n'ai rien concédé. Quand il essayait de mettre des mots dans ma bouche, je disais, ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand il faisait appel à l'émotion, je revenais aux faits. J'étais la consultante dans la salle de réunion, imperturbable face à une tentative de prise de contrôle hostile. Sa frustration devint palpable. Finalement, il a craqué. N'est-ce pas toute cette défense qu'une comédie élaborée? Une performance pour cacher votre propre incapacité à vous connecter, à faire partie de quelque chose de plus grand que vous-même? Je l'ai regardé, puis ma famille, puis la juge. Je sentis ce calme profond s'installer complètement en moi. Maître Finch, la seule performance dans cette salle d'audience est celle que vos clients vous ont payée pour orchestrer. Ma vie n'est pas une comédie. C'est ma vie, et je suis capable de la vivre sans leur supervision ni la vôtre. Il n'avait plus rien. Pas d'autres questions, marmonna-t-il, se détournant en signe de défaite. Je suis descendu de la barre des témoins et je suis retourné à ma place. Mes jambes étaient faibles, mais mon esprit semblait forgé dans l'acier. C'était fini. J'avais parlé. Il n'y avait plus rien qu'il pouvait me prendre, car je venais de reprendre ma propre histoire. La juge Williams a inspecté la salle. Les plaidoiries finales seront brèves. Maître Finch, vous pouvez procéder. Mais le combat l'avait quitté. Sa conclusion fut une répétition superficielle de son ouverture, manquant de toute conviction.
Quand Eleanor se leva, elle n'eut pas besoin d'être dramatique. Elle a simplement exposé les faits une dernière fois, un résumé concis et dévastateur du mobile, de la méthode et de la vérité. Puis, la juge Williams a parlé. Ce tribunal a entendu des preuves convaincantes de détresse financière de la part des requérants. Il a entendu un témoignage qui lie directement cette détresse au dépôt de cette requête. Il a entendu un expert rémunéré dont la méthodologie et l'impartialité sont très discutables. Et il a entendu la défenderesse qui semble être une adulte intelligente, articulée et pleinement capable. Elle a enlevé ses lunettes. Au fond, cette affaire pose une question simple. Le refus d'un enfant adulte de soutenir financièrement ses parents et son frère peut-il être un motif pour la déclarer légalement inapte? La réponse est un non retentissant. Statuer autrement créerait un dangereux précédent qui permettrait à tout membre de la famille mécontent d'utiliser le tribunal comme une agence de recouvrement. Elle a regardé mes parents avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié. La requête pour une mise sous tutelle temporaire est rejetée. Rejetée avec préjudice. Elle a ensuite tourné un regard plus vif sur Arthur Finch. De plus, je sanctionne les requérants pour le dépôt d'une plainte frivole et malveillante. Ils sont condamnés à payer les frais d'avocat et les dépenses raisonnables de la défenderesse. Une audience pour déterminer ce montant sera fixée. Elle frappa de son marteau. La séance est levée. Le son n'était pas une fin. C'était un commencement. Le coup de marteau résonna, puis fut englouti par le silence épais de la salle d'audience. Pendant une seconde, personne ne bougea. Les mots « rejetés »,« rejetés avec préjudice »,« sanction » flottaient dans l'air, vifs et définitifs comme du verre brisé. Puis le mouvement. Arthur Finch rassemblait déjà ses papiers, son visage un masque serré d'échec professionnel. Il se pencha et dit quelque chose de bas et rapide à mon père, qui ne réagit pas. Mon père resta simplement assis, fixant la barre des témoins vide, son corps affaissé comme si la dernière corde le tenant droit avait été coupée. Ma mère pleurait à nouveau, mais c'était un autre type de pleurs, silencieux, sans espoir, les larmes de quelqu'un qui a perdu quelque chose d'irremplaçable et ne comprend sa valeur que maintenant. Léo repoussa sa chaise avec un crissement, son visage un nuage de fureur et d'humiliation. Il ne me regarda pas. Il regarda la juge, le mur du fond, n'importe où sauf la réalité qu'il avait aidé à créer. Eleanor posa une main stabilisatrice sur mon bras. Ne leur dites pas un mot. Pas ici. Sortez simplement avec moi. Engourdi, je la suivis. Nous passâmes devant leur table. Je sentis la chaleur du regard furieux de Léo sur mon profil, entendis le sanglot étouffé de ma mère. Je gardai les yeux droits devant, le menton haut. Nous sortîmes de la salle d'audience dans le couloir lumineux et bruyant, et les sons banals du palais de justice, conversations étouffées, chaussures qui grincent, une sonnerie de téléphone lointaine, semblaient surréalistes, comme si j'émergeais d'une plongée profonde et sous pression. Eleanor me guida vers une alcôve tranquille. « Ça va ?» J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas sûr de ce que « ça va » signifiait. Je me sentais vidé. Vengé. Oui. Vengé de la manière la plus brutale et publique possible, mais aussi orpheline. La famille que j'avais connue avait disparu, non par la mort, mais par un verdict. Je m'étais légalement défendu pour devenir une île. « Vous avez été exceptionnel », dit Eleanor, sa voix s'adoucissant de son ton de salle d'audience. La juge a vu clair en eux. Les sanctions sont importantes. Cela signifie qu'elle a trouvé leur action non seulement erronée, mais intentée de mauvaise foi. C'est une réprimande rare et sérieuse. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ma voix me parut étrange à mes propres oreilles. Maintenant, nous calculons nos honoraires et nos dépenses. Le tribunal leur ordonnera de payer. Ce sera une somme substantielle. Et puis vous vivez votre vie, Mia, libre et nette. Ils ne peuvent pas réessayer. Ce jugement est un bouclier permanent. Un bouclier. J'avais voulu une épée, mais un bouclier était mieux. Cela signifiait que je pouvais arrêter de me battre. La guerre était finie. Quand je suis rentré à mon appartement, le silence était profond. Je n'ai pas allumé la télé ou la musique. Je suis simplement resté au milieu du salon, dans la maison que je possédais, dans la vie qu'ils avaient essayé de voler, et j'ai laissé le calme m'envahir. L'adrénaline s'est dissipée, laissant une fatigue profonde et douloureuse. J'ai dormi 14 heures d'affilée. Les jours suivants furent un flou de formalités. L'équipe d'Eleanor commença à préparer la comptabilité des sanctions. Je suis retourné au travail.
Mes collègues savaient que j'avais affaire à une affaire juridique personnelle, mais sans détail. Je me suis replongé dans mes projets, le rythme familier de l'analyse et de la stratégie, une sorte de baume. C'était un monde régi par la logique et les preuves, un monde qui avait du sens. La première communication de ma famille est arrivée 5 jours après l'audience. Un email de mon père. Pas d'objet. Mia, ta mère ne va pas bien. Le stress du tribunal a eu un effet dévastateur. Elle a besoin de paix. Nous devons mettre cela derrière nous. Nous paierons ce que le tribunal ordonne. Nous ne te contacterons plus. J'espère qu'avec le temps, tu trouveras dans ton cœur de quoi comprendre. Nous n'avons jamais voulu que ce qui était le mieux pour la famille. Papa. Je l'ai lu 3 fois. Il n'y avait pas d'excuse, pas de reconnaissance de ce qu'ils avaient fait. C'était une déclaration de reddition enveloppée dans un chantage à la culpabilité, blâmant le stress du tribunal, plutôt que leurs propres actions qui nous y avaient menés. Nous n'avons jamais voulu que ce qui était le mieux pour la famille. Le vieux refrain. Leur définition de la famille avait toujours été une pyramide avec eux au sommet et mon rôle était d'être la fondation, portant le poids sans poser de questions. Je n'ai pas répondu. La compréhension n'était pas requise pour avancer. Parfois, tourner la page, c'est juste une porte verrouillée. L'audience sur les sanctions fut une affaire brève et clinique. Mon père et Finch y assistèrent par appel vidéo. Mon père avait l'air décharné et vieux. Il ne dit rien sauf « oui, votre honneur » en confirmant qu'il comprenait l'ordonnance. La juge m'a accordé chaque centime qu'Eleanor avait demandé, ses honoraires, les frais d'enquête de Ben, les frais de justice. C'était une somme à 5 chiffres, une sanction financière tangible pour leur trahison. L'argent semblait sans importance, mais le principe était tout. Ils avaient essayé de me prendre. Maintenant, le tribunal les forçait à donner. Les fonds furent transférés dans le mois. J'en ai pris une partie et je l'ai donnée à une organisation locale qui fournissait une aide juridique aux personnes âgées victimes d'exploitation financière. L'ironie ne m'a pas échappé. La vie a commencé à trouver une nouvelle normalité, plus calme. J'ai vu Chloé pour des verres de célébration qui ressemblaient plus à une veillée. J'ai remercié Ben avec un bonus qui l'a fait siffler. J'ai continué mon travail, mais quelque chose avait changé. La motivation qui avait été alimentée par un besoin de me prouver, de construire une forteresse imprenable, s'est légèrement adoucie. J'ai recommencé à peindre, quelque chose que j'avais aimé adolescente et abandonné pour des activités plus pratiques. J'ai acheté des draps absurdement chers juste parce qu'ils étaient agréables. J'ai appris à rester immobile sans avoir l'impression de perdre mon temps. Puis, un mardi soir pluvieux, environ 3 mois après le procès, ma sonnette a retenti. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas et mon souffle s'est coupé. C'était ma mère. Elle se tenait seule sur mon paillasson, serrant son manteau contre le crachin, son visage pâle et anxieux. Elle avait l'air plus petite, plus frêle que dans mon souvenir. Chaque instinct criait de ne pas ouvrir la porte. Le bouclier était levé. La guerre était finie. Mais elle était seule, et elle était ma mère. Et une partie de moi, la petite fille qui vivait encore au plus profond de moi, voulait voir ce qu'elle dirait. J'ai ouvert la porte. Nous nous sommes tenus face à face, le seuil entre nous semblant plus large qu'1 kilomètre. Mia, murmura-t-elle. Maman. Est-ce que je peux entrer, juste pour un moment? J'ai hésité, puis je me suis reculé. Elle est entrée, s'essuyant soigneusement les pieds, ses yeux parcourant mon appartement, le nouveau tableau sur le mur, le chaos confortable des livres et un puzzle à moitié terminé sur la table basse. Une vie vécue. C'est joli, dit-elle doucement. Ça te ressemble. Nous nous sommes assises dans le salon, une distance prudente entre nous sur le canapé. La pluie tapait contre les fenêtres. Je ne resterai pas longtemps, commença-t-elle, tournant son alliance. Je suis venue seule. Ton père ne sait pas que je suis ici. Léo. Eh bien. Elle prit une inspiration tremblante. Je suis en thérapie depuis. Tout ça. Je suis restée silencieuse, la laissant parler. Ma thérapeute m'a posé une question la semaine dernière. Elle a demandé, quand avez-vous cessé de voir Mia comme votre fille et commencé à la voir comme une solution? Ses yeux se remplirent de larmes, mais elles ne coulèrent pas, ça m'a brisé, Mia, parce que je n'avais pas de réponse. C'est arrivé si lentement. Les problèmes d'argent, la pression, la peur.
Nous nous sommes perdus là-dedans. Nous avons tout tordu. Nous t'avons tordu. C'était nouveau. Ce n'était pas le stress du tribunal. C'était un aveu. Je suis tellement désolé, dit-elle, les mots épais d'un vrai chagrin. Pas pour le tribunal, pas pour l'argent. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. De ne pas t'avoir protégé. D'avoir laissé les autres, de m'être laissé essayer de te transformer en une chose que nous pouvions utiliser. Une mer est censée être un sanctuaire. Je suis devenu une partie de la tempête. L'honnêteté brute de ces mots a fissuré quelque chose dans ma propre poitrine. La colère froide et stratégique n'avait aucune défense contre cela. Pourquoi maintenant, maman? Demandai-je, ma voix basse. Parce que ma fille me manque, dit-elle simplement. Et je sais que je n'ai aucun droit. Je sais que je t'ai probablement perdu pour toujours dans cette salle d'audience. Mais j'avais besoin que tu entendes la vérité de ma bouche, pas d'un avocat ou d'un juge. Tu n'as jamais été inapte, Mia. Nous étions inaptes à être ta famille. Nous sommes restés assises dans le silence pendant un long moment, le poids de ces mots s'installant entre nous. Il n'y a pas eu de réconciliation dramatique, pas d'étreinte en larmes. Les dommages étaient trop profonds, la confiance trop brisée pour cela. Merci de me l'avoir dit, dis-je finalement. C'est tout ce que je pouvais offrir. Elle hocha la tête, se levant. Je vais y aller maintenant. À la porte, elle se retourna. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai juste oublié comment le faire correctement. Puis elle est partie. De retour sous la pluie. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. Je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti une tristesse profonde et lasse pour elle, pour la mère qu'elle aurait pu être, pour la relation que nous aurions pu avoir. Mais j'ai aussi senti le sol solide de ma propre vérité sous mes pieds. Ces excuses n'ont pas changé le passé. Elles n'ont pas reconstruit la famille. Mais elles ont fait quelque chose de peut-être plus important. Elles ont reconnu la réalité de ce qu'ils avaient fait. Elles ont validé ma douleur. C'était la véritable suite. Pas seulement gagner le procès ou recevoir les sanctions. C'était l'émergence lente et douloureuse d'une nouvelle réalité. Une où j'étais libre, où mes limites étaient légalement et émotionnellement fortifiées, et où les gens que j'avais appelés famille étaient maintenant les fantômes de leur propre création, hantant un passé que j'avais enfin laissé derrière moi. La tempête était passée. Le paysage était changé à jamais, et pour la première fois, je pouvais voir clairement dans la lumière tranquille du soleil. Les saisons ont passé. Le mordant de l'automne a cédé la place à la couverture silencieuse de l'hiver, puis au vert timide du printemps. La vie n'est pas devenue magiquement parfaite après la visite de ma mère, mais elle est devenue authentiquement, paisiblement mienne. L'angoisse sourde et constante qui avait bourdonné dans mes os pendant des années, la peur d'une autre demande, d'un autre chantage à la culpabilité, d'une autre crise inattendue que je serais censé financer, avait disparu. À sa place se trouvait un calme spacieux que j'apprenais lentement à habiter. J'ai continué à peindre. Mon balcon, autrefois juste un endroit pour boire un café de temps en temps, est devenu un studio miniature. L'acte de mélanger les couleurs, de faire des saletés qui n'avaient d'autre but que d'exister, était profondément curatif. C'était le contraire du conseil, où chaque trait devait signifier quelque chose, mener quelque part. Ici, une traînée de bleu cobalt pouvait juste être une traînée de bleu cobalt. C'était la liberté. Le travail a changé aussi. Je n'ai pas quitté mon emploi, mais j'ai renégocié mon rôle. J'ai dit à mon directeur général que je voulais prendre du recul par rapport aux voyages incessants et aux semaines de 70 heures. À ma grande surprise, ils ont accepté, m'offrant un poste de direction axé sur le mentorat des consultants juniors et le développement de la stratégie interne. Cela s'accompagnait d'une modeste baisse de salaire, mais le compromis était du temps pour moi, pour peindre, pour des dîners tranquilles avec Chloé, pour simplement regarder les lumières de la ville sans avoir une feuille de calcul ouverte dans mon esprit. J'ai utilisé une partie de l'argent des sanctions pour faire quelque chose dont j'avais toujours rêvé. J'ai acheté un petit chalet rustique à quelques heures au nord, dans les bois, près d'un lac. Il était à moi, sans hypothèque pour me lier à une banque, sans famille pour fantasmer sur son utilisation. C'était un endroit sans histoire, sans souvenirs autres que ceux que je choisissais de créer. Le premier week-end que j'y ai passé seul, allumant un feu dans la cheminée en pierre. Le silence était si complet qu'il résonnait dans mes oreilles. Et puis, lentement, il est devenu paisible. J'étais seul, mais je ne me sentais pas seul.
Il y a un monde de différence. La visite de ma mère avait ouvert un petit canal de communication prudent. Nous n'appelions pas cela une réconciliation. C'était plutôt un poste d'observation diplomatique. Nous échangions des emails neutres occasionnels. Elle envoyait une photo de son jardin qui prenait vie. J'envoyais une photo d'un tableau terminé. Les messages étaient superficiels, mais ils étaient exempts de manipulation, d'attente. C'était de simples déclarations, « Je suis là. Je vois que tu es là. » C'était fragile, mais c'était honnête. Mon père et Léo étaient silence radio. Selon les maigres mises à jour de ma mère, ils luttaient. Le paiement des sanctions avait été un coup dur en plus de leur dette existante. Mon père avait pris un emploi à temps partiel comme commis dans une quincaillerie, une profonde humiliation pour un homme qui se définissait par son autorité. L'entreprise de Léo s'était finalement complètement effondrée, et il travaillait sporadiquement dans la vente. L'enfant prodige était terni, et la pyramide familiale s'était effondrée, les laissant dans les décombres de leur propre choix. Je ne ressentais aucune joie dans leur lutte, seulement une pitié distante et sobre. Ils avaient choisi un chemin de contrôle et d'exploitation, et cela les avait menés à une quincaillerie et à des emplois à la commission. L'univers, semblait-il, avait ses propres sanctions. Un après-midi de fin de printemps, Eleanor Vance a appelé. Ce n'était pas à propos de l'affaire. Je travaille avec un comité législatif, a-t-elle dit. Il rédige des réformes des lois sur la tutelle et la curatelle, essayant d'intégrer des garanties plus solides contre exactement le type de requête prédatrice que votre famille a déposée. Seriez-vous prête à consulter, anonymement si vous préférez? Vos aperçus de l'intérieur, à la fois en tant que cible et en tant que stratège, seraient inestimables. J'ai accepté sans hésitation. Si mon cauchemar pouvait aider à construire une serrure plus solide sur la porte pour quelqu'un d'autre, alors un bien pourrait en être tiré. J'ai passé plusieurs semaines à travailler avec Eleanor et le comité, expliquant les failles que Finch avait exploitées, le type de preuves utilisées, le manuel émotionnel. C'était cathartique, transformant ma bataille défensive en une politique offensive. Grâce à ce travail, j'ai rencontré d'autres personnes, un homme à la voix douce dans la quarantaine dont la sœur avait essayé de le faire déclarer inapte pour obtenir ses prestations d'invalidité de vétéran, une femme âgée dynamique dont les enfants avaient demandé le contrôle après la mort de son mari simplement parce qu'ils n'aimaient pas la façon dont elle dépensait leur héritage. Nous étions un club que personne ne voulait rejoindre, lié par le traumatisme partagé d'avoir notre personnalité légalement remise en question par les personnes qui étaient censées nous aimer. Leurs histoires, leur résilience m'ont fait sentir moins seul d'une manière que mon ancienne famille n'avait jamais fait. Un soir, j'étais au chalet, essayant de capturer la façon dont le coucher de soleil transformait le lac en cuivre en fusion. Mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais laissé aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Mia. C'était la voix de Léo, mais dépouillée de sa bravade habituelle. Il avait l'air fatigué, pluvieux. 1000 défenses se sont mises en place. Qu'est-ce que tu veux, Léo? Une longue pause. Je pouvais entendre la circulation en arrière-plan. J'appelle d'une cabine téléphonique. J'ai perdu mon téléphone. J'ai perdu beaucoup de choses. Il a eu un rire court et amer. Écoute, je ne demande rien. Je sais que je ne peux pas. J'ai entendu par maman que tu vas bien, que tu peins. Je n'ai ni confirmé ni infirmé. Pourquoi appelles-tu? Un autre silence. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était brute. Je suis dans ce programme pour le jeu. Ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que j'essaie vraiment. Ils vous font faire cette étape, faire amende honorable auprès des personnes que vous avez blessées. Il prit une inspiration tremblante. Je t'ai blessé. Je t'ai utilisé. Je t'ai traité comme un distributeur automatique, puis comme une méchante quand tu as dit non. J'étais jaloux de toi, Mia. De ta stabilité, de ta force tranquille. Je pensais que si je pouvais juste avoir ce que tu avais, ça irait. Mais je ne faisais que te tirer vers mon niveau. Je suis resté figé, le pinceau dégoulinant sur le sol du porche. Ce n'était pas le Léo que je connaissais. Le script était complètement différent. Je ne dis pas ça pour le pardon. Je ne le mérite pas. Je le dis parce que c'est vrai. Ce que nous t'avons fait, ce que je t'ai fait, était mal. C'était diabolique. Et je suis désolé pour tout ça. Les mots flottaient entre nous,
à travers les kilomètres de fil et le canyon plus large de notre histoire. C'étaient les mots que j'avais autrefois désiré entendre. Maintenant, ils ressemblaient à des artefacts d'un navire coulé ramené à la surface mais toujours couvert de saumure. Merci de me le dire, dis-je, ma voix égale. C'était la même réponse que j'avais donnée à ma mère. C'était la seule honnête que j'avais. Ouais, dit-il, le mot lourd de compréhension. Il savait que ce n'était pas une absolution. C'était juste un reçu. Message livré. D'accord, je ne te dérangerai plus. La ligne est devenue silencieuse. J'ai posé le téléphone et j'ai repris mon pinceau. J'ai regardé le coucher de soleil, mais la magie avait disparu. Les excuses de Léo avaient remué la vase du fond de mon lac calme. C'était une vase nécessaire, peut-être, une vérité qui devait être reconnue. Mais cela a rendu l'eau trouble pendant un certain temps. Cette nuit-là, de retour en ville, j'ai sorti un vieil album photo que je n'avais pas ouvert depuis des années. Des photos de fêtes d'anniversaire, de voyages à la plage, de Noël. J'ai regardé nos visages, le sourire fier de mon père, l'étreinte joyeuse de ma mère, le sourire niais de Léo, mon propre petit visage confiant. Nous ressemblions à une famille. Nous l'avions été, un jour, de la manière dont les enfants comprennent la famille comme une donnée, un fait permanent de l'univers. Cette famille avait disparu. Pas à cause de la salle d'audience, mais parce que les graines de sa destruction, la suffisance, le ressentiment, l'amour conditionnel, avaient été plantées bien avant. Le procès n'était que la floraison toxique. Je n'étais plus cette petite fille. J'étais une femme qui avait défendu ses propres frontières devant un tribunal. Une femme qui avait un chalet et un balcon éclaboussé de peinture. Une femme qui avait aidé à rédiger une législation. Une femme qui recevait des emails prudents de sa mère et des excuses stupéfiantes de son frère. Le nouveau paysage de ma vie n'était pas le portrait de famille parfait. C'était quelque chose de plus désordonné, de plus réel, et entièrement de ma propre création. Il avait des limites claires tracées à l'encre juridique et à la résolution personnelle. Il avait de grands espaces de paix que je remplissais de choses qui m'apportaient de la joie, pas de l'obligation. Et à l'horizon, il y avait d'autres personnes, Chloé, Eleanor, les membres de mon club non sollicités, dont les liens étaient basés sur le respect mutuel, pas sur ce qu'ils pouvaient extraire de moi. C'était un paysage qui permettait à la fois la couleur vibrante d'un coucher de soleil sur toile et le gris sobre des excuses téléphoniques d'un frère. Il pouvait contenir la complexité, il pouvait contenir la paix. J'ai fermé l'album photo et je l'ai remis sur l'étagère, non pas avec tristesse, mais avec un sentiment de respect archivistique. C'était avant. C'est maintenant. Et maintenant, pour la première fois depuis très longtemps, c'était bien. Un an jour pour jour après le coup de marteau, je me suis retrouvé dans une autre sorte de pièce. Celle-ci était lumineuse et moderne, remplie du murmure plein d'espoir de personnes qui avaient survécu à leur propre tempête. C'était un centre communautaire et j'y étais en tant que conférencière invitée pour un atelier intitulé « Autonomie financière et pression familiale », organisé par le groupe de défense juridique qu'Eleanor m'avait présenté. J'avais accepté de parler anonymement. Mais au dernier moment, en regardant les visages sur les chaises, des femmes et des hommes de tous âges, certains semblant nerveux, d'autres défiants, tous portant cette tension familière hélas, j'ai changé d'avis. Quand le modérateur m'a présenté comme une survivante d'une tentative de mise sous tutelle frauduleuse, je me suis approché du podium et j'ai dit mon nom. Je m'appelle Mia Simone, et tout ce que je vais vous raconter est vrai. J'ai raconté mon histoire, non pas comme un conte dramatique de YouTube, mais comme une étude de cas. J'ai parlé de l'escalade lente, du dîner, de la lettre juridique, de la collecte de preuves, de la salle d'audience. Je me suis concentré sur le pratique, comment sécuriser vos dossiers financiers, quel type d'avocat chercher, l'importance d'une trace écrite, les signaux d'alarme d'une requête prédatrice. J'ai vu des hochements de tête de reconnaissance, des notes griffonnées, des larmes rapidement essuyées. Pendant la session de questions-réponses, une femme d'une cinquantaine d'années, les mains nouées, a demandé « Mais comment dépasse-t-on la culpabilité ?» Le sentiment que l'on brise la famille. La pièce est devenue silencieuse. C'était le cœur du problème, n'est-ce pas? Pas la loi, mais l'amour, ou son fantôme. On ne le dépasse pas, dis-je, ma voix douce mais ferme dans la pièce silencieuse. On le traverse. Vous devez comprendre que la culpabilité fait partie de leur arme. Ils l'ont installée en vous comme un logiciel, pour qu'elle tourne en arrière-plan et force la conformité. Se choisir soi-même ressemble à une erreur système, mais ce n'en est pas une.
Vous ne brisez pas la famille. Ils ont brisé le pacte familial quand ils ont choisi de vous voir comme une ressource au lieu d'une personne. Votre travail n'est pas de réparer cette rupture. Votre travail est d'arrêter de laisser les morceaux cassés vous couper. Après, les gens ont fait la queue pour me parler. Ils m'ont montré des photos, partagé des fragments de leur propre cauchemar. Un jeune homme, à peine plus âgé que moi lorsque mes ennuis ont commencé, a murmuré, « Mes parents essaient d'obtenir une procuration parce que je suis bipolaire. Je suis stable. J'ai un travail. Ils n'aiment juste pas comment je dépense mon argent. » Je lui ai donné la carte d'Eleanor. Ce soir-là, en quittant le centre communautaire, j'ai ressenti un profond sentiment de but que mon poste de consultante de haut niveau ne m'avait jamais procuré. C'était construire quelque chose. Pas une fortune, pas une échelle de carrière, mais une fondation invisible pour les autres. Un endroit où ils pourraient se tenir quand leur sol se déroberait. Ce nouveau chapitre de ma vie avait un architecte inattendu, la vérité de ma propre expérience. C'est devenu ma qualification la plus précieuse. J'ai commencé à écrire, non pas un livre à sensation, mais des articles clairs, semblables à des guides, pour des sites d'aide juridique sur la protection de son autonomie. J'ai consulté des planificateurs financiers sur la façon de conseiller les clients confrontés à la pression familiale. Je suis devenue, de manière modeste et discrète, une experte dans un domaine que je n'avais jamais voulu connaître. Ma vie personnelle, sur cette nouvelle fondation, a commencé à changer de manière subtile. J'ai recommencé à fréquenter des gens. Les premières fois étaient maladroites. J'avais été si longtemps en position de défense que la conversation normale ressemblait à un champ de mine. Mais j'ai rencontré un homme nommé David, un architecte à la voix douce qui aimait les vieux bâtiments et les mauvais jeux de mots. Lors de notre 3e rendez-vous, autour de sushi, il m'a posé des questions sur ma famille. C'était une question normale pour apprendre à se connaître. J'ai pris une profonde inspiration. Ma famille et moi sommes séparés, dis-je, optant pour l'honnêteté. C'était une situation juridique. Ils ont essayé de prendre le contrôle de mes finances. Ça n'a pas marché. Je me suis préparé à la pitié, à la gêne, au changement rapide de sujet. David a écouté, le front plissé. Puis il a dit, « Ça a dû être terrifiant. Je suis tellement content que tu aies eu de bons avocats. » Il n'a pas cherché de détails croustillants. Il ne m'a pas traité comme un objet endommagé. Il a reconnu la réalité et est passé à autre chose. À ce moment-là, je me suis senti vu d'une manière complètement nouvelle. Il a vu ma force, pas seulement ma cicatrice. Les emails de ma mère sont devenus légèrement plus fréquents, et parfois elle partageait un souvenir, pas un souvenir chargé de culpabilité, mais un souvenir simple et doux. J'ai vu des jonquilles aujourd'hui et je me suis souvenu comment tu avais l'habitude de les cueillir pour moi, des brassées entières, toutes écrasées. Je répondais, je m'en souviens aussi. Nous construisions une nouvelle connexion fragile, non pas en tant que mère et dépendante, mais en tant que deux adultes distincts qui partageaient un passé. C'était suffisant. Le chalet est devenu mon sanctuaire. David venait parfois et nous faisions de la randonnée ou lisions au coin du feu. Parfois, j'y allais seul. Un week-end, j'ai décidé de m'attaquer à la parcelle de terrain envahie par la végétation derrière le chalet. Alors que j'arrachais les mauvaises herbes, ma pelle a heurté quelque chose de solide. J'ai dégagé la terre et les vignes et j'ai trouvé une pierre plate et lisse, presque un cercle parfait, incrusté dans la terre. Ce n'était pas naturel. Quelqu'un l'avait placé là il y a longtemps, peut-être comme un pas japonais ou un repère. J'ai passé l'après-midi à la nettoyer, révélant sa surface grise et solide. Elle n'allait nulle part. Elle faisait partie des fondations du terrain, invisibles mais essentielles, offrant un sol stable. Je l'ai laissée là, j'ai dégagé autour d'elle et j'ai planté des fleurs sauvages à son bord. Cela m'a fait penser à mes propres fondations. Il y a un an, j'aurais dit que c'était ma carrière, mes économies, mon intellect. C'était des choses importantes, mais c'était la structure visible. La véritable fondation, la pierre que j'avais heurtée après avoir creusé à travers tant de décombres émotionnels, était mon « non ». Ce seul mot solide. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais dite, et elle m'avait presque brisé. Mais elle ne l'avait pas fait. Elle était devenue mon socle. Chaque bonne chose dans ma vie maintenant, la paix, le but, la relation naissante avec David, le fil délicat avec ma mère, reposait sur cet acte fondamental de refus. J'avais été élevé en croyant que la famille était ma fondation. Mais une fondation doit être stable, solidaire,
quelque chose sur quoi on peut construire sans crainte. Ce qu'ils offraient étaient des sables mouvants, changeant constamment, exigeant de plus en plus de moi pour les maintenir à flot. Maintenant, ma fondation était ma propre intégrité, ma capacité à dire non, mon engagement envers mon propre bien-être. C'était une fondation invisible pour tous les autres, mais pour moi, c'était la chose la plus réelle au monde. J'ai reçu un appel d'Eleanor. Les réformes législatives sur lesquelles nous avions travaillé avaient passé leur premier vote en comité. Elles ont été surnommées la loi sur la prévention de la coercition financière. Elle inclut une période de réflexion obligatoire et une évaluation indépendante pour toute requête de mise sous tutelle déposée par un membre de la famille ayant un intérêt financier direct. Ce n'était pas une solution miracle, mais c'était une serrure plus solide sur la porte. « C'est vous qui avez fait ça, Mia » dit Eleanor, sa voix fière. Votre témoignage, votre analyse, leur ont donné le cas humain et le plan stratégique. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement la ville dans laquelle j'avais construit ma vie. J'ai pensé aux gens du centre communautaire, au jeune homme avec la carte d'Eleanor, aux milliers d'invisibles qui pourraient être épargnés d'une version de mon cauchemar grâce à une loi à laquelle ils ne sauraient jamais que mon nom était attaché. Ma victoire n'était pas seulement dans la salle d'audience. Ce n'était pas seulement dans le chèque des sanctions ou la paix dans mon appartement. Le triomphe le plus vrai était en cela, prendre l'arme qu'ils avaient essayé d'utiliser pour m'effacer et la reforger en un outil pour protéger les autres. Prendre mon nom et construire un monde de oui sur lui. Oui à aider, oui à aimer, oui à vivre selon mes propres termes. La famille dans laquelle j'étais né avait essayé de me déclarer inapte. Ce faisant, ils m'ont forcé à devenir l'architecte de ma propre vie, à couler et à durcir une fondation d'acier et de pierre qu'ils ne pourraient jamais ébranler. J'étais plus qu'apte. J'étais fortifié. Et je commençais à peine à voir ce qui pouvait être construit sur un sol qui était enfin, inébranlablement, le mien. Aujourd'hui, c'est mon 35e anniversaire. J'écris ceci depuis le porche de mon chalet, une tasse de café refroidissant à côté de moi, regardant un héron se tenir parfaitement immobile dans les bas-fonds du lac. Il y a 2 ans, j'étais dans une salle d'audience, me battant pour le droit à ce moment simple et tranquille. Me battant pour le droit de posséder cette tasse de café, cette vue, cette paix. On peut construire beaucoup de choses en 2 ans sur une fondation solide. Ma vie ne ressemble en rien à ce que je pensais qu'elle serait. Et pourtant, elle est plus vraiment mienne qu'elle ne l'a jamais été. Je travaille toujours chez Crestwood, mais dans mon rôle réaménagé, je suis le mentor de jeunes consultants brillants et anxieux, et je vois mon ancien moi en eux, la volonté de prouver, de réussir, de construire une forteresse inattaquable. Je leur dis, n'oubliez pas de construire une maison à l'intérieur de cette forteresse, un endroit avec des chaises confortables et une bonne lumière. Ils pensent probablement que je suis métaphorique. Je ne le suis pas. David et moi prévoyons un voyage en Islande plus tard cette année. Il veut voir l'architecture. Je veux voir la lumière. C'est un compromis qui ressemble à une aventure, pas à un sacrifice. Nous parlons de l'avenir de manière ouverte et curieuse, sans exigence ni délai. Il y a de l'espace dans notre relation, et cet espace ressemble à de la sécurité, pas à de la distance. Ma mère vient déjeuner plus tard. C'est sa première visite au chalet. Elle prend un bus une partie du trajet, et je la récupère à la gare. Notre relation est un projet prudent et tendre, comme rempoter une plante qui a failli mourir. Nous ne parlons pas beaucoup du passé. Nous parlons de son club de jardinage, de ma peinture, d'un roman qu'elle lit. Nous nous réapprenons l'une l'autre telle que nous sommes maintenant, pas telle que nous étions censés être. Ce n'est pas le lien mère-fille dont on rêvait autrefois. C'est quelque chose de plus calme, de plus réaliste, et peut-être de plus précieux pour avoir été presque perdu. Mon père et Léo restent à l'horizon de ma vie. Des figures lointaines dans un paysage que je n'habite plus. J'entends des bribes par ma mère. Ils s'en sortent. Ils survivent. La leçon, semble-t-il, a été brutale mais efficace. Ils ne cherchent pas le contact. Le pont est brûlé et l'eau qui coule en dessous est la vérité claire et froide de ce qu'ils ont fait. Je ne ressens aucune haine, seulement une faible tristesse persistante pour ce qui n'a jamais pu être. J'ai fait la paix avec ce fantôme. La véritable construction de ces 2 dernières années n'a pas été dans ma carrière ou mes relations. Elle a été interne. J'ai créé un atelier, pas seulement une conférence unique. Avec le groupe de défense juridique, nous avons créé un séminaire d'une journée entière appelé « Tenir bon financièrement ». Nous guidons les gens dans la création d'un « dossier d'autonomie »,
un document vivant avec tout, d'un formulaire de contact de confiance à une déclaration personnelle de valeur sur l'argent. Nous jouons des conversations difficiles. Nous faisons venir des thérapeutes pour parler de la culpabilité. C'est pratique, puissant, et il se remplit à chaque fois. Chaque personne qui part avec un peu plus de fermeté dans sa colonne vertébrale est comme une brique ajoutée à une structure bien plus grande que moi. J'ai aussi créé un rituel. Chaque année, à l'anniversaire de la décision du tribunal, je fais quelque chose qui aurait été impensable pour la Mia assise à cette table de dîner. L'année dernière, j'ai fait du parachutisme. Cette année, je pourrais enfin prendre ce chien. Le rituel n'est pas une célébration. C'est une commémoration de ma liberté. C'est une utilisation active de la liberté que j'ai défendue. Assise ici, je pense à la vidéo que je pourrais faire de cette histoire. Pas pour la gloire, mais pour la personne qui, en ce moment même, cherche sur Google, la famille veut mon argent, ou, abus de tutelle, au milieu de la nuit, se sentant seule et folle. Je voudrais qu'elle connaisse cette partie, la partie d'après, la partie de la construction. L'argent qu'ils ont essayé de prendre n'a jamais été le but. Le but était le contrôle. Le but était mon consentement. Et quand ils n'ont pas pu l'obtenir par la culpabilité, ils ont essayé de l'obtenir par la loi. Mais la loi, lorsqu'elle est maniée par la vérité, peut aussi être un bouclier pour les justes. Ils ont engagé un avocat pour me déclarer légalement inapte. Et ce faisant, ils m'ont donné la scène du tribunal pour prouver au-delà de tout doute que j'étais la personne la plus apte de la pièce. Apte à gérer ma vie, apte à choisir mes limites, apte à construire un avenir selon mes propres termes. La plus grande vengeance n'est pas le malheur. Ce n'est même pas le succès. C'est la paix. C'est se réveiller le matin avec un cœur tranquille. C'est regarder sa vie et savoir au plus profond de ses os que chaque bonne chose qu'elle contient est là parce que vous l'avez choisie. Vous l'avez construite. Vous l'avez protégée. Alors, qu'est-ce qui a été construit? Une vie. Une vraie. Pas une performance pour l'approbation de ma famille. Pas un compte en banque pour le retrait, mais une vie avec de la terre sous mes ongles et un guide de voyage écorné pour l'Islande sur ma table. Avec un partenaire qui demande comment s'est passée ma journée et veut vraiment le savoir. Avec une mère que j'apprends lentement et prudemment à connaître en tant que personne. Avec un but qui utilise ma douleur pour paver un chemin plus sûr pour les autres. Ils pensaient qu'ils pouvaient me briser et prendre les morceaux. Au lieu de cela, ils m'ont forcé à devenir incassable. Et de ce noyau incassable, j'ai construit quelque chose de beau, de fort, et entièrement à moi. Si vous regardez ceci en ce moment et que vous vous reconnaissez dans une partie de mon histoire, si on vous traite d'égoïste pour avoir des limites, ou de difficile pour vouloir l'indépendance, ou de fou pour protéger ce qui est à vous, sachez ceci, votre « non » est une pierre de fondation. Vous pouvez avoir l'impression de détruire quelque chose quand vous le dites, mais ce n'est pas le cas. Vous déblayez le terrain. Et sur ce terrain clair et solide, vous pouvez construire n'importe quoi. Merci d'avoir regardé mon histoire.